Pour faire notre farine, on va commencer par choisir un arbre, un chêne. Il en existe différentes variétés, on peut toutes les utiliser. Du coup, moi, pour les critères de sélection, ben, je vais déjà essayer de choisir des arbres qui sont pas trop atteints par la gale du chêne, comme on voit là. Il en existe différentes formes, mais celle-là est particulièrement poisseuse. Et comme il y en a eu beaucoup cette année, j'essaye de faire aussi en fonction de ça. Un autre critère qui va être très important, c'est la concentration en tanin. En fait, il n'y a pas 36 solutions pour ça, à ma connaissance. Il faut goûter les glands d'un arbre et plus le goût va être amer et plus la concentration en tanin est forte. Alors, ce sera toujours amer hein, de toute façon. Mais il y a une vraie différence d'un individu à l'autre parce qu'après, quand on va chercher à nettoyer les glands de leur tanin, hein, c'est ça qui fait que les glands ne sont pas digestes comme ça, c'est qu'ils ont une trop forte concentration en tanin. Et ben, on peut passer de 3 ou 4 passages en eau à 10 passages dans l'eau bouillante pour les glands qui ont la plus grosse concentration de tanin. Enfin, le troisième critère, ça va être le stade de maturité des glands. Et l'idéal, c'est quand ils sont juste entre deux, tels qu'on les voit là. Parce que quand on les prend trop verts, ils sont pas encore bien mûrs, ils sont encore très amers. Quand on les prend trop marron au sol, souvent ils sont déjà bien véreux d'une part, et en plus au moment d'éplucher, ce qui est vraiment l'étape la plus longue, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile d'enlever cette deuxième petite peau qui s'enlève très facilement quand ils sont encore verts. Donc pour moi, l'idéal c'est vraiment quand ils sont sur le point de tomber, même si bien sûr il va falloir faire quelques concessions. On va devoir en ramasser qui sont plus mûrs, d'autres qui sont moins mûrs, mais dans l'idéal, on essaye de viser ceux qui sont juste au moment où ils vont commencer à tomber. Mais pour avoir une bonne récolte, bien sûr, eh ben, j'en ramasse au sol, j'en ramasse dans les arbres et je prends soin de sélectionner ceux qui ont l'air le plus sain possible. Une fois la récolte terminée, pour éliminer une bonne partie de ceux qui sont véreux, on va utiliser la même méthode bien connue qu'on utilise avec les châtaignes, c'est-à-dire qu'on va plonger les glands dans l'eau et tous ceux qui flottent à la surface, on va partir du principe qu'ils sont véreux. Même si en réalité, quand ils sont bien mûrs et que la peau extérieure a commencé à se décoller, ça crée un petit vide d'air qui fait que les glands peuvent avoir tendance à flotter, même s'ils ne sont pas vraiment véreux. Mais comme c'est long à éplucher, eh ben, autant enlever déjà tous ceux pour lesquels on a une suspicion. Vient ensuite vraiment notre étape la plus longue, celle qui va prendre pas mal d'heures, il faut bien le reconnaître. Ça va être d'éplucher un par un tous les glands en prenant soin d'enlever la première peau et la deuxième petite peau, ben, comme on a sur les châtaignes. Hein. De toute façon, les glands, c'est assez proche des châtaignes, en beaucoup de points en tout cas. Là, on voit qu'une fois que je les ai épluchés et que j'ai enlevé toutes les parties abîmées, parce qu'on voit quand on les ouvre, parfois il y a des parties qui sont noircies, il y a des parties ben, qui sont véreuses de l'intérieur, voilà. Et ben, je les mets dans l'eau. Ça va d'une part éviter qu'ils s'oxydent trop vite, qu'ils noircissent trop vite, parce que comme c'est très long d'éplucher tout ça, et ben, si on les met pas dans l'eau, ils ont tendance à noircir tout de suite. Et en plus, ça va préparer le travail qu'on fera plus tard, c'est-à-dire que les tanins qui sont hydrosolubles vont déjà commencer à se dissoudre dans l'eau. Évidemment, il y aura quand même besoin de les plonger dans l'eau bouillante, mais disons que c'est toujours ça de prix. Donc là, on voit commencer quand c'est bien sain à l'intérieur. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à les séparer en deux, les glands aussi, une fois qu'on les a épluchés, qu'on a enlevé cette deuxième peau. Comme ça permet de voir également si c'est abîmé au cœur et ça simplifiera encore une fois la dissolution des tanins dans l'eau. Là, on va pouvoir voir le résultat du coup après quelques heures d'épluchage quand même. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, on voit que l'eau est encore claire et on va voir directement comment est l'eau le lendemain
après avoir laissé tremper toute la nuit, on voit que l'eau a déjà bien bruni, qu'elle est devenue assez marron. Donc cette eau-là, évidemment, on va la changer. Alors il faut savoir que c'est très long d'éplucher ces glands. Il y a d'autres techniques qui peuvent être beaucoup plus rapides quand on veut faire des grandes quantités, qui permettent vraiment notamment de simplifier cette étape. Mais ça demande d'avoir un petit peu de matériel, donc que je n'ai pas. Si un jour je l'ai, peut-être que je referai une vidéo avec ce matériel-là. On passe maintenant à l'étape suivante. Donc tous ces glands qu'on a ramassés, épluchés, décortiqués, on va soigneusement les rincer. Et une fois que c'est fait, moi je vais aussi les faire tremper encore une fois parce que comme ça a trempé toute la nuit, il y a toutes les petites impuretés, toutes les peaux, les petites peaux qui ont fini de se décoller, qui ont tendance à flotter à la surface. Donc quand on fait déborder l'eau comme ça permet aussi d'éliminer toutes ces petites impuretés-là. Pendant ce temps, j'ai mis une gamelle avec de l'eau à bouillir. Et dès que c'est en ébullition, je vais pouvoir plonger mes glands à l'intérieur pour le premier passage. Donc vous avez bien compris, l'idée ça va être de dissoudre les tanins dans l'eau. On va voir qu'assez rapidement, en fait, l'eau va se colorer. À chaque passage, je laisse pas plus de 10 minutes, en gros entre 5 et 10 minutes. Quand on voit que l'eau est comme ça, très marron, très saturée, eh ben, on peut estimer qu'il est temps de la changer. Vous allez voir que à ce moment-là, ça sent comme les châtaignes, comme quand on fait cuire les châtaignes. Donc là, cette méthode, c'est la plus rapide pour enlever les tanins, mais il en existe d'autres, hein, bien sûr. Notamment une qui consiste à mettre les glands, une fois qu'ils sont épluchés, dans un filet, de coincer ce filet dans un cours d'eau, hein, une eau saine et courante, bien sûr, et d'aller le récupérer quelques jours plus tard. Et là aussi, tous les tanins se seront dissous comme ça dans l'eau. Et cette deuxième méthode a l'avantage de ne pas cuire les glands, puisque là, bien sûr, avec tous ces passages dans l'eau bouillante, ça nous donnera au final une farine déjà cuite. Pour accélérer le processus, on a également la possibilité de rajouter quelques cuillères de cendre dans l'eau en ébullition, parce que la cendre va absorber aussi le tanin. Et sinon, on peut également réduire les glands avant de commencer à les faire bouillir. Donc de déjà les écraser ou les broyer un peu, ça permettra de dissoudre le tanin plus rapidement. Évidemment, si vous faites cette méthode, je vous déconseille de rajouter de la cendre parce que sinon, évidemment, ça va être un peu difficile de faire le tri. On va voir que d'un passage à l'autre, notre eau va être de plus en plus claire. Alors, on n'obtiendra pas une eau qui soit parfaitement translucide, mais quand même pas comparable avec ce qu'on avait au début. Et de toute manière, là encore, il me semble que la meilleure méthode, ça va être de goûter pour voir s'il y a encore de l'amertume ou pas. On va se rendre compte par la même occasion que c'est un goût très proche de la châtaigne. Maintenant que cette étape est terminée, je rince le tout une dernière fois. Je vais à nouveau faire déborder aussi, histoire de nettoyer encore les dernières impuretés. Et là, je vais encore laisser tremper toute la nuit, mais c'est juste que je voulais pas les mettre à sécher dès maintenant, puisqu'il faisait déjà nuit, et que je préfère le faire sécher en extérieur où c'est beaucoup plus rapide. Et le lendemain, tout simplement dans un grand carton, je vais étaler le tout de manière à ce que ça puisse sécher tranquillement. C'est une étape qui peut prendre plusieurs jours. Il ne faut pas hésiter évidemment à le mettre à l'intérieur quand il fait humide ou pendant la nuit. Et c'est important d'être bien attentif pour éviter absolument que ça moisisse, que les glands pourrissent. Alors l'idéal évidemment c'est quand on peut le faire en extérieur, qu'il y a un petit peu de vent et du soleil. Là ça sèche extrêmement vite alors que sinon ça peut être une étape assez longue aussi. 2 jours après justement j'ai de la chance parce qu'on a une journée qui est bien ensoleillée. Alors là on ne le voit pas mais évidemment pendant la nuit à chaque fois j'ai rentré le carton bien sûr. Donc là je profite au maximum de cette journée bien ensoleillée.
Et le soir, je vais vérifier que les glands sont bien complètement secs, totalement déshydratés. Du coup, ça fait presque comme des petits bouts de bois, comme des cailloux. On va voir aussi que quand ils sont déshydratés, eh ben, ils réduisent beaucoup, hein. Donc forcément, on va avoir beaucoup moins de volume. Ce qui est plutôt bon signe en fait, parce que ça veut dire simplement qu'ils ont bien séché. On va donc pouvoir récupérer tout ça dans un récipient. Non seulement ils ont réduit, mais on va voir que la couleur aussi a changé. Ils sont devenus marron foncé, presque marron noir. Et on arrive enfin à notre dernière étape. Donc il ne nous reste plus qu'à réduire tout ça en farine. Donc là j'utilise un moulin manuel qui est intéressant parce qu'il est très robuste et pas très cher. Voilà. Après, il en existe des moulins électriques beaucoup plus performants, des moulins à café qui peuvent moudre vraiment très fin. D'ailleurs, là, je commence par faire un premier passage un peu grossier pour simplement commencer à réduire. Et ensuite, je vais le repasser plusieurs fois. Je vais serrer au maximum pour moudre le plus finement possible, puisque le but, bien sûr, c'est d'obtenir de la farine. Il paraît que les mixeurs qui sont les plus performants peuvent aussi donner un rendu pas mal du tout pour notre farine. Simplement, il faut vraiment choisir qu'il soit résistant, histoire de ne pas tout casser. Donc là, vous l'avez compris, je vais essayer de moudre le plus finement possible. Pour ça, je vais faire plusieurs passages. Et à chaque fois, entre chaque passage, je vais tamiser ma farine, histoire de récupérer uniquement ce qui est le plus fin. Et ensuite, je moue à nouveau tout ce qui passe pas dans le tamis. Cette farine, on va pouvoir l'utiliser comme une farine normale, bien sûr, mais il faut savoir que tout ce qui est à base de gland est extrêmement nourrissant. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de la mélanger avec de la farine plus classique. Pour faire du pain, par exemple, je trouve que de mettre un quart de farine de gland, c'est déjà largement suffisant. Et vous allez voir que le pain, déjà, il a un petit côté lambasse. Et je vous conseille aussi de mettre un peu plus de levure ou de levain parce que le pain va avoir plus de mal à lever. Si vous souhaitez faire du pain uniquement avec cette farine, c'est possible aussi. Mais comme c'est une farine sans gluten, un ami qui forme des artisans boulangers m'a expliqué que c'était important de remplacer le gluten. Par exemple, avec du psyllium. C'est ce qui va permettre d'enfermer les bulles de fermentation, les bulles de CO2. Alors malheureusement, après quelques recherches sur le psyllium, apparemment ça se trouve dans certains plantains, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouve chez nous. Donc malheureusement, on va être obligé d'acheter ce psyllium, enfin à ma connaissance du moins. Sinon, si vous n'êtes pas intolérant au gluten, il y a aussi la possibilité de remettre du gluten. Donc soit en l'achetant, soit en le fabriquant soi-même. Alors ce même ami m'a expliqué le procédé qui est assez simple en fait. Et c'est très intéressant. Je ne développerai pas ici parce que sinon ça va être trop long, mais je pense que c'est assez facile de trouver de la documentation sur le sujet. Donc c'est vraiment important parce que si j'ai bien compris, le gluten ou son substitut, ça va être indispensable pour permettre à la pâte de lever, pour permettre à la mie du pain de garder une certaine élasticité aussi. Enfin bref, histoire d'avoir du pain qui ressemble à du pain quoi. Et voilà le résultat final de notre farine une fois mise en pot. Évidemment, elle est loin d'être parfaitement régulière. Tout passe à travers le tamis, mais il y en a de la plus fine et de la moins fine malgré tout. Mais je trouve ça quand même chouette de pouvoir se fabriquer sa propre farine à partir de glands qu'on a ramassés dans la forêt. Voilà pour cette vidéo sur la farine de gland, du moins une manière de faire, il en existe bien sûr de nombreuses autres. Comme vous avez pu le voir, donc faire de la farine c'est assez simple, mais c'est quand même assez long aussi. Bien sûr là on n'a parlé que de la farine, mais il y a des tas d'autres façons de consommer les glands. On peut on peut faire du café de gland simplement, ou boisson, même si en réalité c'est pas du café évidemment puisque c'est des glands.
mais ça s'appelle comme ça parce qu'on va torréfier les glands. On peut également faire des pâtés de glands, qui sont des pâtés végétaux, donc qui en réalité ne sont pas du pâté puisqu'il n'y a pas de viande, mais ça donne un truc pas mal du tout. On peut faire, comme on va faire de la crème de marron, on peut faire la même chose avec les glands. Simplement, si vous avez l'habitude de mettre de la vanille dans votre crème de marron, là, il va falloir fortement diminuer la dose parce que comme le goût est quand même beaucoup moins prononcé que dans la châtaigne, sinon vous allez vous retrouver avec presque le goût de la vanille, donc c'est un peu dommage. Sinon, le goût, effectivement, ça ressemble à la châtaigne, c'est un goût moins prononcé et il y a un peu un léger goût caramélisé, je dirais, la plupart du temps. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne farine.